Comment faire pour être motivé? Eh bien, il faut unifier ces structures. Une de ces structures importantes, c'est le cortex frontal. Il a besoin de comprendre le besoin. Il a besoin de savoir pourquoi tu veux faire une action. Tu deviens ce que tu entraînes. Donc si tu t'entraînes à ne pas faire l'action, tu deviendras de plus en plus fort à ne pas faire l'action. Tu dois choisir un potentiel, un sujet, et avancer dans cette direction. L'idée est d'associer une valeur, de connaître le besoin associé à cette action que tu veux faire. Et tu seras motivé si tu sais pourquoi tu veux le faire. Et d'associer le fait de ne pas faire cette action au fait de chuter en enfer. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que ton corps va se synchroniser et être prêt à agir pour aller vers cette action. Il va vouloir que tu agisses. Ce que tu regardes est ta réalité. Ta réalité est définie par ce que tu regardes, par ce que tu vois, par ce sur quoi tu portes ton attention. Donc si ton regard est dans les ténèbres, que tu te dis toujours que tu es un loser, que tu es incapable d'agir, eh bien, ton cortex frontal va y croire, ce sera ta réalité, ta réalité sera les ténèbres. C'est imaginer, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux? D'imaginer qui tu deviendras et à quel point tu seras, on sait rien, en bonne santé, beau, musclé, grâce au fait que tu dépenses un peu plus d'énergie et que tu fasses cette répétition en plus, ou à qui tu risques de devenir si tu ne fais pas cette répétition en plus. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Imaginer le paradis dans lequel tu vas arriver, ou imaginer l'enfer dans lequel tu risques de chuter. Mais ce qui fonctionne le mieux, ce qui rend ton corps prêt à l'action, ce qui lui entraîne une sécrétion de dopamine, d'adrénaline, une augmentation de ton rythme cardiaque, c'est d'imaginer. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que ta thèse progresse bien. Ça fait un moment que je n'ai pas publié sur cette chaîne, mais j'ai décidé de reprendre les vidéos et de faire une série de questions-réponses. Il y a quelques temps, j'ai fait un sondage dans lequel vous êtes environ plus de 120 à avoir répondu. Et chaque personne m'a posé une question. Et j'ai donc décidé de prendre chacune de ces questions et d'y répondre dans une série de vidéos. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est comment être motivé? Et c'est une question qui est revenue assez souvent, avec plusieurs variations. Et c'est une question que je pense beaucoup de personnes se posent et que tout le monde se pose. Comment est-ce que je fais pour être motivé? Pour faire du sport, pour bien manger, pour rester en bonne santé, pour faire mon doctorat. Et en général, cette question, elle est assez vague, parce que qu'est-ce que ça veut dire que d'être motivé? Donc, une définition que j'aime bien par rapport à ça, c'est de dire que la motivation, c'est avoir tout son corps uni en une unité. Il n'y a pas de conflit interne. Donc, ton cerveau, ton corps, à tous les niveaux de résolution, du niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau organe, au niveau chaque structure cérébrale, il est en accord. Tu n'es qu'un tout, tu es une unité. Et cette unité, elle se dirige vers quelque chose. Elle se dirige vers un chemin ascendant. Elle se dirige vers le sommet de la montagne. Et du coup, cette unité, elle est motivée. Elle a un désir d'agir pour atteindre ce sommet de la montagne. La motivation, c'est quelque chose qui est intrinsèque et que tu peux l'influencer. Et j'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Mais c'est ça qui est incroyable avec la motivation, c'est que c'est toi, grâce à ton discours interne, qui peux l'influencer. Et du coup, pour moi, la motivation, c'est vraiment être une unité. À chaque fois que tu n'as pas de motivation, c'est parce qu'il y a une part de toi, souvent ça va être le cortex frontal, qui va te dire « Oh, j'ai envie de faire ma thèse ». Mais tu as d'autres parts de toi, comme par exemple l'amygdale, qui se disent Ça vaut pas le coup, on va faire autre chose ». Mais je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu es tellement concentré sur une tâche, tu es tellement concentré que tu fais cette tâche-là sans penser à autre chose. Tu ne penses qu'à cette tâche. Et ton esprit, même ton téléphone qui est à côté de toi, tu ne le regardes pas. Et simplement, ce que tu fais, c'est cette tâche. Et tu fais ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois pendant une après-midi entière. Mais la raison principale, c'est que ton corps et ton esprit sont tellement clairs que tu dois agir, que tu as un besoin à combler. C'est là que la motivation provient, elle provient d'un besoin. Nous sécrétons de la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone souvent associée au bonheur, mais c'est l'hormone principale pour le mouvement et le désir d'agir. La motivation pour atteindre une récompense, quelque chose que nous désirons. Et du coup, lorsque notre corps est uni, nous sécrétons plus de dopamine.
Lorsque nous marchons en haut du chemin ascendant, en haut de la montagne pour aller quelque part, nous sécrétons de la dopamine. Et agir devient facile. Donc comment faire pour être motivé? Eh bien, il faut unifier ces structures. Une de ces structures importantes, c'est le cortex frontal. Le cortex frontal, c'est une structure rationnelle. C'est la structure logique, pensée, qui planifie. Et ce cortex, il sert de frein, il va bloquer la sécrétion de dopamine, ou il va l'accélérer. Donc comment utiliser le cortex frontal à son avantage? Bien, il a besoin de comprendre le besoin. Il a besoin de savoir pourquoi tu veux faire une action. Et ça semble logique, c'est très logique si tu y réfléchis. Pourquoi est-ce que ton corps se mettrait en marche pour faire quelque chose s'il ne sait pas pourquoi le faire? Il n'y a aucune raison. Donc, la première question, c'est pour répondre à comment être motivé. Donc, ce serait quel est ton besoin? Pourquoi veux-tu être motivé? Par rapport à quelle tâche? Par rapport à quelle chose as-tu besoin d'être motivé? Donc, par rapport à ton doctorat, pourquoi est-il important? Quel problème va-t-il combler? Aujourd'hui, tu as une certaine situation et la motivation provient d'un désir de devenir quelqu'un de meilleur. C'est je ne suis pas assez bien aujourd'hui, je peux devenir quelqu'un de meilleur. Et généralement, le doctorat est sur ce chemin. Donc la question, c'est est-ce que tu sais où est ce chemin où tu veux aller et en quoi le doctorat va t'aider à aller dans ce chemin-là? Il faut définir une hiérarchie de valeurs. Tu prends une pyramide. Pour toutes les choses que tu fais dans ta vie, tu as besoin d'avoir une pyramide de valeurs. Et l'idée, c'est qu'est-ce qui est au sommet de cette pyramide? Donc donne une valeur à chacun de tes objectifs, à chacune de tes actions que tu fais chaque jour. Tu dois savoir à quel point cette action, par exemple à une échelle de 1 à 10, elle est importante pour toi. Et plus cette action sera importante, plus tu seras capable d'agir. Parce que plus ton cortex frontal, il a besoin de cette association subjective, de cette valeur subjective. Plus il va vouloir te faire agir pour cette action. Il y a plein d'expériences qui ont démontré que le simple fait de prendre le temps de penser à son action et à lui assigner une valeur, ça va augmenter la sécrétion de dopamine. Et avoir plus de dopamine dans le corps, ça veut dire avoir augmenté sa probabilité d'agir. Agir deviendra facile si tu sais quel besoin tu dois combler, où tu veux aller, qui tu dois devenir. Et c'est exactement l'idée d'utiliser le cortex frontal par rapport à ça. Il y a d'autres façons d'utiliser le cortex frontal et j'en parle plus dans le livre que j'ai rédigé et dans la formation que j'ai sortie et que je t'invite à aller voir. Le livre il est gratuit, tu peux juste cliquer dans le lien dans la description et le télécharger. Et l'idée c'est que tu dois essayer d'avoir ce cortex frontal allié avec toi. Mais il y a d'autres structures. Une autre structure importante, c'est l'amygdale. Donc elle n'a pas un lien direct avec la motivation, mais elle a un lien direct avec le désir d'agir. Donc elle va pas te motiver à aller quelque part, mais elle va te motiver à ne pas aller quelque part. Donc l'idée est que, par exemple, beaucoup de personnes en face d'une tâche, elles peuvent avoir peur de faire cette tâche. Et si tu as peur de faire cette action, l'une des raisons, imagine que tu te réveilles un matin et tu te dis super, je vais faire cette action, je vais enfin rédiger ma thèse, ça va être bien. Et tu arrives devant la tâche et t'es paralysé, tu sais pas quoi faire. Ton corps se paralyse et tu te retrouves, bon, tu as ton cerveau qui se vide, tu n'as plus de flot de pensée et tout ce que tu as en tête, c'est une petite voix qui hurle en toi et qui te dit je dois m'enfuir, je dois m'enfuir, je dois m'enfuir. Ça, c'est de l'amygdale. L'amygdale, elle est là, c'est une structure primitive, elle est là pour te faire survivre. Donc, à chaque fois qu'elle voit du danger, même si c'est pas vraiment un danger réel aujourd'hui, mais elle va se mettre à hurler et à te paralyser. Et le cortex frontal, il ne pourra plus rien y faire, parce que le cortex frontal est une structure plus récente, plus complexe, qui n'a aucun pouvoir sur les structures. Ouais, il peut influencer les structures primitives, mais les structures primitives ont tendance à prendre le dessus en cas de danger. Et heureusement, parce que l'amygdale, c'est elle qui te fait survivre, c'est elle qui t'empêche de sauter du pont.
lorsque tu marches près du pont, c'est elle qui te fait avoir peur de certaines choses dont tu devrais avoir peur. Mais elle peut être déréglée et ne pas fonctionner correctement. Et du coup, tu te retrouves avec un conflit interne avec le cortex frontal qui veut agir et l'amygdale qui ne veut pas agir. Mais ce qu'on va faire du coup, pour être motivé, c'est avoir l'amygdale de notre côté. Et comment faire cela? Eh bien, l'amygdale, c'est la structure associée à la peur. Ce qui veut dire que si tu veux l'avoir de ton côté, tu dois avoir plus peur de ne pas faire ce que tu veux faire que de faire ce que tu veux faire. L'idée, c'est l'amygdale, elle va mesurer en quel point ce que tu vas faire va t'emmener en enfer. Elle va se dire, ok, si je rédige ma thèse, ça va pas être confortable, ça va être douloureux, je vais avoir du mal, ça va être difficile. Oh, mais si je fais pas ma thèse, oh bah c'est bien, on ne fait rien. Donc forcément, elle va se dire, bon, on va être paresseux, on va ne rien faire. Mais si tu arrives à inverser la tendance et à comprendre et à faire comprendre à ton amygdale, à ton cortex frontal que ne rien faire, c'est l'enfer, ça veut dire que tu chutes lorsque tu ne fais rien. Donc tu essayes de comprendre les conséquences de ne rien faire, donc tu prends le temps de consciemment penser à ça. Ok, si je ne rédige pas aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je rédigerai demain? Ok. Est-ce que demain je serai une autre personne? Est-ce que je serai plus compétent demain? Est-ce que je serai plus capable de faire cette action demain? C'est peu probable. Du coup, ça rajoute, ça rajoute un point par rapport à ça. Ok, demain je ne serai pas plus compétent si je ne fais pas l'action. De plus, tu deviens ce que tu entraînes. Donc si tu t'entraînes à ne pas faire l'action, tu deviendras de plus en plus fort à ne pas faire l'action. Encore un deuxième point par là, c'est je ne veux pas devenir la personne qui n'agit pas, parce que je vais devenir meilleur à ne pas agir. Et du coup, la prochaine fois, le dragon que tu devras affronter sera plus grand, il sera plus dangereux. Ça, c'est un deuxième point à rajouter. La thèse n'avancera pas, le doctorat n'avancera pas, mes objectifs n'avanceront pas, tout stagnera, je deviendrai de moins en moins compétent. Et c'est là que tu seras capable d'associer, du coup, ton amygdale et le fait de ne pas agir à quelque chose de négatif. Et du coup, et après, tu fais le même travail de l'autre côté. En quoi c'est positif d'agir? Et là, ça c'est intéressant parce que le cortex frontal va aussi t'aider par rapport à ça. Parce que si tu sais pourquoi tu agis, le cortex frontal, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, il va t'aider à agir. Du coup, c'est l'idée, ok, j'ai cette action que je veux faire. La première question, c'est pourquoi est-ce que je veux faire cette action? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter au court terme, au long terme? Est-ce que cette action est difficile? Oui, peut-être qu'elle est difficile, mais peut-être qu'elle aura des conséquences extrêmement positives. Elle va t'aider à avancer dans ton doctorat, à devenir quelqu'un qui agit, à devenir plus courageux, à devenir plus fort, etc., etc. Et du coup, tu deviens de plus en plus compétent dans cette direction. Et par exemple, lorsque je fais du sport, et que de temps en temps, j'ai un peu un moment... Si tu fais du sport, tu comprendras ce que je veux dire. C'est par exemple, lorsque tu cours, tu as un moment où ton corps il a peut-être tendance à aller moins vite. Ou lorsque tu soulèves des poids, des fois il y a une baisse d'intensité. Peu importe ce que tu fais. Tu auras peut-être une chute d'intensité. Tu te dis, ah, c'est bon, c'est assez. Et ce qui fonctionne, et ça a été démontré, il y a plein d'expériences scientifiques par rapport à ça. Et ça marche extrêmement bien dans mon cas. Et je l'ai toujours fait instinctivement. Et je pense que beaucoup de personnes le font instinctivement. C'est imaginer, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux? D'imaginer qui tu deviendras et à quel point tu seras, on sait rien, en bonne santé, beau, musclé, grâce au fait que tu dépenses un peu plus d'énergie et que tu fasses cette répétition en plus, ou à qui tu risques de devenir si tu ne fais pas cette répétition en plus. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Imaginer le paradis dans lequel tu vas arriver, ou imaginer l'enfer dans lequel tu risques de chuter. Mais ce qui fonctionne le mieux, ce qui rend ton corps prêt à l'action, ce qui lui entraîne une sécrétion de dopamine, d'adrénaline, une augmentation de ton rythme cardiaque, c'est d'imaginer l'enfer dans lequel tu risques de chuter. Du coup, lorsque je fais mon sport et que je commence à réduire la cadence, je me dis, imagine tu deviens, je sais rien, je perds 30 kilos et je deviens plus la personne que je veux devenir, par exemple. Chacun a son idéal, chacun a sa vision, mais dans mon cas, par exemple, ça pourrait être ça. Et bah, à chaque fois que je fais ça, j'ai
une remontée d'énergie en plus. Et pour le doctorat, c'est la même chose. Imagine, je ne fais pas cette action aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver? Et tu peux t'imaginer le pire des scénarios. Et si cette chose-là va t'aider à agir chaque jour. Dans mon cas, ça fonctionne extrêmement bien. Et après, je te dis pas de te auto-mutiler et de devenir ton propre tyran. Parce que c'est pas devenir son propre tyran, c'est pas une bonne stratégie. Mais le fait de connaître ça, c'est exactement, tu vas avoir l'amygdale de ton côté. Et du coup, tu vas avoir ces deux structures qui vont agir en synchronie pour t'aider à avancer vers cet objectif que tu as défini. Mais du coup, encore une fois, tu dois avoir défini ce besoin. Ouais, je crois que c'est assez pour cette première réponse. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à aller regarder le livre que j'ai rédigé. C'est un livre qui s'appelle Comment bien démarrer son doctorat et développer son profil de chercheur. Et il y a énormément de contenu sur ce sujet. Et j'ai plein d'articles récents qui vont venir tomber sur mon blog dans lequel je parle de tout ça plus en détail et de façon plus structurée. Du coup, je t'invite vraiment à aller les voir. Comment être bien motivé pour terminer la thèse? Et ce que je pense, c'est que l'un des traits importants pour la motivation, c'est le regard, et deux, c'est la confrontation volontaire. Pour être motivé, tu dois décider volontairement, tu dois prendre la responsabilité de te dire je vais agir vers cet idéal. Je vais prendre ce chemin. Mais déjà, tu dois définir le chemin. Donc si tu as 15 montagnes à escalader, tu ne seras pas capable de le faire. Parce que ton corps est paralysé devant cette multitude de choix. Trop de choix tue le choix. Donc, clarifie. Quelle montagne veux-tu escalader? Hop. Est-ce que tu te sens capable d'escalader cette montagne? Oui ou non? Si ton corps a l'impression que c'est trop facile, il ne voudra pas faire l'action parce que ça va être ennuyant. On a tous déjà vu des choses qui sont en mode... C'est presque pathétique tellement c'est facile. Notre corps ne veut pas le faire. Je pense que l'escalade est un bon exemple par rapport à ça. J'en fais pas souvent, mais j'y suis allé une fois il y a quelques mois. Et il y a des circuits qui sont tellement faciles qu'on n'a pas envie de les faire. Et il y a des circuits qui sont tellement difficiles qu'on n'a même pas envie d'essayer parce qu'ils sont trop difficiles. Et ce que la recherche montre, c'est que ces deux extrêmes, nous ne sommes pas intéressés par les faire. Ce que nous voulons, c'est un objectif qui soit modérément difficile. Ça veut dire que lorsqu'on le voit, on se dit, est-ce que je suis capable ou est-ce que je n'en suis pas capable? On se pose ces questions-là. Notre corps se demande, est-ce que je suis capable de le faire ou pas? Et du coup, notre corps, dans ces cas-là, se met en condition d'agir. Sécrétion de dopamine, sécrétion d'adrénaline, augmentation de la pression systolique. Du coup, ton corps veut agir. Ton corps veut découvrir, veut tester ses limites, veut comprendre s'il est capable ou pas d'y arriver. Et ça, c'est la même chose pour tes objectifs. Trouve une montagne à escalader. Si tu es en voiture, tu ne peux aller qu'à un seul endroit à la fois. C'est la même chose, tu ne peux escalader qu'une montagne à la fois, tu ne peux atteindre qu'un seul objectif à la fois. Une fois que tu as défini cet objectif, comme je l'ai dit précédemment, l'idée est de faire de la confrontation volontaire, se confronter volontairement à ces objectifs. Donc comment tu fais cela? Eh bien, si tu as peur de certaines actions qui t'emmènent vers ce chemin ascendant, eh bien, commence par les rédiger. Commence par rédiger ces actions et à voir pourquoi est-ce que tu veux les faire et pourquoi les faire ne serait pas intéressant. C'est de peser le pour et le contre. Et encore une fois, le fait de clarifier ça, ça va aider au niveau de ton amygdale et de ton cortex préfrontal. J'en parle dans la vidéo précédente sur le sujet de la motivation. Et l'idée de la confrontation volontaire, elle vient de... On la voit, et on la voit de façon répétée dans les histoires qu'on nous a racontées dans le passé. L'histoire de Jonas, c'est un très bon exemple. On connaît tous cette histoire, c'est Jonas. C'est une histoire de l'Ancien Testament. Jonas, il est appelé par Dieu, et Dieu lui dit, tu dois aller, je crois que c'est protéger une ville ou aider une ville contre les barbares ou quelque chose comme ça.
Et lui, ce qu'il décide de faire, Jonas, c'est s'enfuir. Il prend un bateau et il s'enfuit. Il s'enfuit de ses responsabilités. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fait ça? Il se fait dévorer par un monstre marin. Il tombe dans les abysses. Il chute dans les abysses. Et c'est seulement lorsqu'il se rend compte, quand il est bien en profondeur dans les abysses, que c'est pas l'endroit où il veut être, eh bien il ressurgit. Le monstre marin le libère et lui permet de prendre ses responsabilités. Donc c'est lorsque tu prends la responsabilité de prendre tes responsabilités, de volontairement t'exposer à ce danger, à suivre ton devoir, à suivre la mission, à suivre l'appel que tu reçois, peu importe quel appel ou où il provient. En général, il provient de quelque chose. On a une sorte de désir, on a une vision, ça peut être notre conscience qui nous appelle à aller quelque part. Et une fois que tu décides d'écouter cet appel, d'être vrai avec toi-même, avec tes actions et avec tes paroles, tu décides d'être vrai, de suivre le chemin qui t'est annoncé, eh bien c'est à ce moment-là que tu peux vraiment avancer et te diriger là où tu veux aller. Et c'est là que tu auras de la motivation. C'est parce que tu décides volontairement de t'exposer. Et pourquoi est-ce que la confrontation volontaire aide? Eh bien, il y a une expérience qui a été faite chez les rats, et elle a été aussi faite chez l'humain. Mais en gros, chez les rats, elle est simple à expliquer, c'est que il y avait un rat, on le laissait courir sur un tapis roulant lorsqu'il le décidait. Donc il pouvait courir volontairement. Et il y avait un autre rat qui était forcé de courir dès que le premier rat courait. Donc il faisait le même effort, la même tâche, mais il était forcé de le faire. Eh bien, le premier rat, le fait de choisir volontairement de courir, il était dans une bonne posture, un bon état d'esprit. Et du coup, il y a eu énormément d'effets positifs sur sa santé, sur son bien-être. Il a vécu plus longtemps. Il était moins stressé, moins anxieux, etc. Alors que le deuxième rat, et on pourrait presque dire qu'il est devenu déprimé, stressé, anxieux, sa santé elle s'est détériorée. Pourtant, ils ont fait le même sport, la même activité. La seule différence, c'est que l'un le faisait volontairement et l'autre était forcé de le faire. C'est pour ça que si tu es forcé de faire quelque chose, ça peut avoir les mêmes conséquences. C'est pour ça qu'il faut volontairement faire ses actions, faire ses choix. Il faut volontairement faire un doctorat. Si tu es forcé de faire un doctorat, tu risques de chuter en enfer. Parce que c'est très difficile et ton corps aura du mal à se mettre en position d'agir si tu n'es pas proprement orienté. Alors que si tu es correctement orienté, agir sera facile. C'est ça qui est incroyable avec notre corps, c'est que notre corps est une machine pour agir. Notre corps est une machine pour, ok, ici aujourd'hui je suis au point A, je veux aller au point B, et notre corps il se met en marche pour y aller. C'est ça qui est incroyable. Et, et du coup l'idée c'est le film de Pinocchio. Au début l'enfant il pense avoir tout compris, on lui dit il faut que tu écoutes ta conscience. Donc t'as Jiminy Cricket qui dit c'est moi ta conscience. Et l'enfant, Pinocchio il est content, il pense avoir tout compris. Et le lendemain, la première chose qu'il va faire, c'est trahir sa parole, ne pas écouter sa conscience. Et il va suivre le chat. Le chat et le loup? Non, le chat et le chien, je suis plus sûr. Il va suivre les deux bandits qui lui promettent d'une grande vie d'être un acteur, etc. Ils lui promettent qu'il s'en sortira bien. Forcément, il se retrouve en enfer, il se retrouve enfermé dans une cage, et encore pire, il ment par rapport à ça. Donc tout devient catastrophe. Mais il a le droit à une seconde chance. On a tous le droit à une seconde chance. Et c'est seulement lorsqu'il va décider volontairement de faire le sacrifice ultime, le sacrifice de sa vie. C'est aussi ce que fait Harry Potter. Harry Potter va volontairement sacrifier sa vie pour sauver tout le monde. Eh bien c'est là qu'il devient un vrai petit garçon, Pinocchio. Il va se sacrifier, et ce sacrifice de sa vie, le fait d'avoir été assez courageux de volontairement sacrifier sa vie pour sauver son père, ça va l'aider et ça va le faire s'épanouir. C'est la même chose avec l'histoire de Horus et Osiris. L'histoire, je vais la faire courte, c'est que il y a Osiris, c'est le grand dieu d'Égypte. Et il est vieux, il est aveugle. Donc, sa vision, elle est entachée. Et t'as Seth qui arrive, et il va tuer Osiris, il va l'éparpiller en plein de morceaux. Puis tu as le fils d'Osiris,
Horus, l'œil d'Horus, on connaît tous, Horus c'est la vision, il a l'œil aiguisé. Horus, il va aller il va se confronter au chaos volontairement. C'est exactement ce que tu veux faire dans ta vie. Tu veux te confronter volontairement à ce danger pour aller vers ce chemin ascendant. Et il va y arriver grâce à sa vision aiguisée, à son œil juste. Ce qui est intéressant, c'est que il va être capable de vaincre le chaos. Et c'est ça que tu veux essayer de faire. Il y a une expérience intéressante qui a été faite, c'est que tu prends un groupe de personnes et tu leur demandes de marcher vers une certaine direction. Un groupe, tu leur dis rien du tout. Et le second groupe, tu leur demandes de regarder un point vers la ligne d'arrivée. C'est la seule différence dans les conditions. Et tu te rends compte à la ligne... Et ils ont mis un poids sur les chevilles pour rendre la tâche difficile. Et ce qui se passe, c'est que le groupe à laquelle on a donné une vision, une direction, va agir 25% plus rapidement. Il va avoir l'impression d'avoir fait 20% d'efforts en moins. Donc, tu vas compléter ta tâche 25% plus rapidement. Tu as l'impression d'avoir fait moins d'efforts. Je ne sais pas si tu imagines le gap, le creux qui se creuse entre ceux qui n'ont pas de regard et ceux qui ont la vision et la direction, l'œil aiguisé. Et la simple différence, c'est d'avoir concentré son regard. Donc il y a plein d'explications qu'on peut donner par rapport à ça. Mais une simple, c'est que on fonctionne avec ce qu'on regarde, ce que nous voyons est notre réalité. Donc, si nous voyons une ligne d'arrivée, on a tendance à la voir plus proche. Ce sur quoi nous portons notre attention, on le voit plus proche qu'il ne l'est réellement. Et du coup, il te sera plus facile d'agir par rapport à cette chose-là, pour l'atteindre. Et il y a tellement de choses à dire sur le regard. Mais pour être motivé, c'est pour ça qu'il faut avoir cette direction. Il faut regarder là où tu veux aller. Mais, si tu cours un marathon, tu ne peux pas regarder dans 42 km, parce que c'est trop loin. Donc il faut sous-diviser en étapes. La première, tu vois, lorsque tu dépasses quelqu'un, tu veux dépasser une personne qui est proche de toi, puis la suivante, puis la suivante. Et c'est la même chose. Porte ton regard sur le prochain objectif atteignable. Une fois que tu l'as atteint, hop, tu regardes un peu plus loin, et encore. Et c'est là que tu seras motivé. Parce que tu auras ce regard et cette confrontation volontaire. Les deux vont de pair. Donc, tu regardes et tu te confrontes. Et à chaque fois que tu dépasses un objectif, hop, un nouveau, et un nouveau, et un nouveau. Et c'est comme ça que nous sommes construits. Nous sommes construits pour constamment se déplacer vers des objectifs. C'est pour ça que une fois qu'on finit un objectif qui nous semblait impossible et difficile, on ne veut pas ne pas continuer. Notre corps veut continuer à avancer vers ses objectifs. Comment entretenir sa motivation? Donc dans les 2 vidéos précédentes, je parlais de comment devenir motivé, comment être motivé. Et maintenant, on va voir comment entretenir sa motivation. Parce qu'au début, lorsque tu commences quelque chose, on a tous une sorte de motivation initiale qui peut être maintenue sur le long terme si tu fais exactement ce dont j'ai parlé dans les 2 premières vidéos. Donc l'idée est d'associer une valeur, de connaître le besoin associé à cette action que tu veux faire. Et tu seras motivé si tu sais pourquoi tu veux le faire. Et d'associer le fait de ne pas faire cette action au fait de chuter en enfer. Du coup, ce qu'il va faire, c'est que ton corps va se synchroniser et être prêt à agir pour aller vers cette action. Il va vouloir que tu agisses. Et ça fonctionne. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu n'auras pas besoin de te forcer à agir. L'idée de la motivation, c'est d'être intrinsèque. C'est d'avoir son corps. La motivation, c'est de la dopamine, c'est de l'adrénaline, c'est l'augmentation de ta pression systolique. La dopamine, c'est la source de la motivation. C'est quelque chose qui met ton corps, qui prépare ton corps. L'adrénaline, c'est de l'énergie pure. C'est ton corps qui a juste de l'énergie, qui est prêt à agir, à faire ce qui doit être fait. Et le rythme cardiaque, c'est ce qui donne à ton corps la capacité d'agir, d'utiliser cette énergie. Et il y a aussi l'acétylcholine qui permet de donner une direction. L'acétylcholine, c'est la direction. Donc c'est ce dont je te parlais dans les vidéos précédentes, c'est de décider volontairement, donc tu orientes ton regard. Une phrase que j'aime bien qui dit que l'œil est la lampe du corps. Ce que tu regardes est ta réalité.
Ta réalité est définie par ce que tu regardes, par ce que tu vois, par ce sur quoi tu portes ton attention, ce sur quoi tu portes ton attention. Donc si ton regard est dans les ténèbres, que tu te dis toujours que tu es un loser, que tu es incapable d'agir, eh bien ton cortex frontal va y croire, ce sera ta réalité, ta réalité sera les ténèbres. Mais si tu as un discours interne positif, ce que tu vas voir sera positif, ce que tu verras, ce sera le chemin à faire. Ce sera de te dire, je vais volontairement faire cela, je vais volontairement faire cette action parce que je veux que cette chose-là grandisse en moi. Du coup, l'idée, pour pouvoir entretenir sa motivation, c'est de chaque jour, constamment, être conscient que les actions que tu fais, lorsque tu te réveilles, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être quelqu'un de meilleur, pour avancer vers mon idéal? Et bien sûr, on a tous des journées un peu foireuses dans lesquelles on n'est pas efficace. Mais l'idée, c'est d'être conscient de ça. Et avant de faire chaque action, après chaque action, c'est de prendre le temps de respirer, prendre une vue omnisciente de ce qu'on vient de faire, et voir si ce qu'on a fait était bon ou pas. C'est exactement ce qui se passe dans l'Ancien Testament, dès le début. Les premières pages, lorsque Dieu transforme le chaos, le vide, en ordre, en réalité, lorsqu'il crée la terre, lorsqu'il crée l'univers, lorsqu'il crée le monde, chaque jour, il s'arrête et il regarde pour voir si ce qu'il vient de faire était bon. Et c'est exactement ce que tu veux faire. Nous sommes appelés à faire de même. Nous sommes appelés à nous arrêter et à contempler ce que nous faisons et à nous dire, récompense cognitive, ce que je viens de faire était bon. Et le fait de faire ça, ça t'aide énormément. Ça va vraiment simplifier les choses pour toi. Parce que tu vas associer le fait de faire l'action au fait que ce soit bon, que ce soit une bonne action, que ce soit quelque chose de bon pour toi. Et du coup, ton corps va vouloir que tu continues à persister dans cette action au long terme. Donc la première chose pour maintenir la motivation au long terme, c'est d'être conscient et de constamment se rappeler, d'associer le fait de faire l'action à quelque chose de positif. Et ton corps voudra continuer à la faire. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ça demande d'être conscient et de vraiment porter son attention avec son regard. Et porter son regard vers ce chemin ascendant que nous imaginons et que nous avons en tête. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que si tu fais cela, tout deviendra plus ou moins facile, tu seras capable d'agir. La deuxième chose à faire, en gros, l'idée, c'est de maintenir son corps en capacité d'agir. Bien sûr, de temps en temps, lorsque l'action commence à s'éterniser et à prendre du temps, etc., c'est un peu ce qu'on peut appeler la traversée du désert. C'est par exemple, c'est ce qui se passe par exemple avec avec Moïse et les Juifs. Au début, ils sont tous tyrannisés par un tyran, et après, ils sont promis d'aller vers une terre promise. Donc la terre promise, ça peut être obtenir ton doctorat, par exemple. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne passent pas de la tyrannie à la terre promise. Ils passent par la traversée du désert. Et bon, psychologiquement parlant, ça veut dire énormément de choses, mais dans ce cas-là, c'est un long chemin à traverser. Et c'est un chemin de souffrance à traverser. Et pour chaque chose que tu veux créer, pour chaque chose que tu veux construire, pour chaque habitude que tu veux développer, pour chaque part de toi que tu veux abandonner, pour chaque chose en toi que tu te rends compte est mauvais pour toi et que tu veux abandonner, tu auras une part de désert. Tu ne peux pas l'éviter. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui décident de rester dans la souffrance, d'obéir à un tyran, parce que ce tyran vaut peut-être mieux que le désert, la famine, la souffrance, la déperdition, l'isolation, la solitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que au bout du désert, il y a cette terre promise, il y a cette chose, il y a la lumière au bout du tunnel. Et pour celui-là, cette traversée du désert, donc l'une des choses dont je viens de te dire, c'est du coup chaque jour avoir son regard, porter son attention sur ce que nous avons fait et si c'était bon, et adapter, chaque jour adapter, être conscient, être proactif sur ce que tu fais. J'ai fait une vidéo sur ce sujet et j'en parle énormément dans le livre que j'offre sur mon blog, et j'ai plein d'articles sur ce sujet sur mon blog, donc je t'invite vraiment à aller les voir. Le lien est dans la description. Mais la deuxième chose à faire, c'est de maintenir tes niveaux de dopamine élevés.
Lorsque tu poursuis un objectif, tes niveaux de dopamine croient. Tu auras une augmentation lente mais constante de tes niveaux de dopamine. Plus l'objectif est long et difficile, plus l'augmentation sera maintenue sur le long terme. Et la dopamine, c'est ce qui te permet d'agir avec l'adrénaline. La dopamine te permettra d'avoir de l'adrénaline. Donc, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Eh bien, une chose à faire qui peut être contre-productif. Une chose qui est contre-productive, c'est de te récompenser. Lorsque tu finis une action et que tu te dis que tu te donnes une récompense, j'en sais rien. Un chocolat, que tu fais une grosse teuf, que tu vas boire, que tu vas te bourrer la gueule le soir, que tu vas fumer ton joint, ou que tu vas j'en sais rien, te permettre de manger ce gros burger quand tu rêvais. Peu importe la récompense, c'est un truc qui pour toi est quelque chose de récompensant. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir comme récompense d'aller faire quelque chose de bien-être pour toi, qui est très bon pour ton bien-être. Comme ça, t'as double bénéfice. Mais, ok, notre corps, comme on l'a vu dans la première vidéo, c'est une machine à résoudre des besoins, qui se met en marche pour répondre à un besoin, pour atteindre quelque chose. Donc, tu es aujourd'hui, tu n'es pas suffisant, et tu veux devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera meilleur potentiellement que la personne d'hier. Et c'est à ça que notre corps est fait, c'est une poursuite constante de l'amélioration. Notre corps se met en marche vers ça. Du coup, si tu es là aujourd'hui et que tu atteins ton objectif, et que tu atteins cet objectif et que tu es heureux, eh bien, ton corps n'a plus besoin d'être en marche, il n'a plus besoin d'être fonctionnel. Si tu célèbres, si tu célèbres ce que tu viens de faire, tu te récompenses, eh bien tes niveaux de dopamine vont diminuer sous le niveau basal. Pourquoi? Parce que ton corps, il pense avoir fini l'action, il pense que c'est fini. Du coup, à chaque fois que tu célèbres ce que tu fais, tes niveaux de dopamine chutent. Ce qui veut dire que à chaque fois que tu vas vouloir reprendre l'action le lendemain, tu auras un petit coup de blues, ce sera plus difficile de te concentrer, plus difficile de te remettre en marche. Il va te falloir plusieurs jours pour pouvoir être capable d'être aussi efficace que la veille. Parce que ton corps, il va lui falloir du temps pour resécréter de la dopamine et se remettre en marche. Parce que ça prend du temps une fois que on pense avoir atteint l'objectif, parce que le corps veut se reposer. Et du coup, l'idée serait de ne pas se récompenser à chaque fois, de ne pas célébrer chaque article que tu publies, chaque projet que tu fais, chaque phrase que tu rédiges, etc. Bien sûr, ça ne veut pas dire ne te récompense jamais, mais il faut apprendre à doser la chose et il faut comprendre la conséquence de se récompenser. C'est ok de se récompenser si tu penses que ça vaut le coup et que c'est une bonne tâche, mais tu dois savoir que le prix à payer de ça, c'est de ne pas être productif pendant quelques jours. Donc c'est à toi de peser le pour et le contre. Est-ce que le prix en vaut la chandelle? C'est à toi de voir. Donc je pense pour maintenir la motivation sur le long terme, c'est vraiment faire ces deux actions. C'est la première action, elle permet d'associer la dopamine à quelque chose à l'action et donc à quelque chose de positif. Donc tu voudras faire l'action de plus en plus. La deuxième chose permet de garder tes niveaux de dopamine élevés. Et si tu gardes tes niveaux de dopamine élevés, eh bien, tu pourras continuer à maintenir ta motivation sur le long terme et à agir sur le long terme. Que faire quand on stagne et que la motivation disparaît? Dans les 3 vidéos précédentes, je partageais avec toi ce que je faisais pour devenir motivé et maintenir ma motivation sur le long terme. Comment je fais pour chaque jour avoir le désir d'agir. Et je pense que ça peut arriver assez rapidement de stagner, de se retrouver, comme je le disais dans la vidéo précédente, de se retrouver dans le désert et d'avoir l'impression de ne pas avancer et de faire plein d'efforts, d'agir énormément, mais sans avoir aucun impact positif. Simplement passer des jours et des jours sans voir de progrès. La première raison, ça peut être que tu ne fais pas les bonnes actions. Est-ce que tu prends le temps de contempler chaque action que tu fais et voir si chaque jour cette action t'a aidé à avancer dans ton objectif ou non? Est-ce que l'action que tu as décidé de faire est une vraie action ou est-ce que c'est une action que tu décides de faire pour procrastiner les vraies actions qui sont plus importantes?
Donc il y a aussi à trouver la bonne nuance entre ce jeu de ces deux actions pour comprendre si tu agis en faisant les bonnes actions. Parce que tu peux passer des journées et des semaines entières à faire des actions mais ne pas avancer dans ta thèse. Parce que tu ne fais simplement pas les bonnes actions. Bien sûr, ça arrive de stagner et de ne pas avoir l'impression d'avancer. Lorsque c'est le cas, lorsque je commence à être surmené, à avoir l'impression d'avoir trop de choses à faire, mais bien je fais deux choses. La première chose que je fais, c'est que je regarde la Gantt chart que j'ai fait lorsque j'ai commencé mon doctorat. Et je me rends compte que c'est possible par rapport à mes projets. Donc je regarde le temps qui me reste, je me dis ok, il me reste X mois, X années, et j'essaie de planifier et d'organiser pour avoir une vision et me rendre compte que ma vision est possible. Si j'ai l'impression que c'est impossible, ben, je peux soit en parler avec quelqu'un, en parler avec mes superviseurs, en parler avec mes collègues, soit j'adapte, tu ajustes. C'est ce qu'on fait constamment. Dans le doctorat, il y a tellement de possibilités, tellement de chemins à emprunter, tellement de montagnes à escalader, que si tu vas en escalader 50, forcément tu vas stagner. Lorsque j'ai commencé mon doctorat, je voulais faire beaucoup trop de choses. À la fin de ma deuxième année, je voulais faire... j'avais 4-5 projets en tête pour ma troisième année. Et c'était impossible. C'est impossible. Et c'est à ce moment-là qu'il faut choisir. Il y a tellement d'idées potentielles, donc le potentiel est multiple, qu'il faut réduire. Choisir, c'est mûrir. Tu dois choisir un potentiel, un sujet, et avancer dans cette direction. C'est l'histoire de Peter Pan. Peter Pan, c'est l'enfant qui ne veut pas grandir. C'est l'enfant qui voit les adultes et qui se dit que c'est un mauvais monde, que c'est un monde dangereux, néfaste, négatif. Et du coup, il décide de rester un enfant, il ne choisit pas, il décide d'être potentiel, d'être tout. Mais à vouloir être tout, on n'est rien. Et c'est l'idée de choisir. Et c'est pareil pour ta thèse, tu dois choisir un projet et y avancer. Tu dois choisir cette montagne à escalader et y aller. Et c'est en faisant cela que tu vas sentir des progrès et que tu ne stagneras plus. Et que ta motivation ne disparaîtra pas parce que tu continueras à avancer. Tu continueras à avoir ton corps en position d'agir. La deuxième chose pour ne pas perdre la motivation, je le parle dans la vidéo précédente, c'est de ne pas célébrer tout ce que tu fais. Parce que lorsque tu célèbres ce que tu fais, lorsque tu te récompenses pour tout ce que tu fais, tu as une chute de tes niveaux de dopamine. Si tu as une chute de tes niveaux de dopamine, ta motivation disparaît, ta motivation est réduite. Parce que ton corps pense avoir atteint l'objectif, donc il se dit, tant mieux, repos. Mais toi, en fait, non, tu n'as pas encore atteint l'objectif. Du coup, c'est contre-productif. Tu vas perdre des jours, des heures à toujours devoir récompenser tout ce que tu fais. Donc récompense-toi sagement. Récompense-toi intelligemment. À la place, fais une récompense cognitive. Ça, c'est le truc ultime si tu veux vraiment garder tes objectifs sur le long terme, c'est de te récompenser cognitivement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque tu fais une action, à la fin de l'action, tu regardes l'action, tu la contemples, et tu regardes ce que tu viens de faire, tu te dis, oui, ce que je viens de faire était bon. Et tu te dis bien joué, tu peux te faire une tape à l'épaule si ça te fait plaisir. Et tu te félicites, tu te dis bien joué, cette action était dure, elle m'a aidé à avancer vers mes objectifs. Si tu te rends compte que l'action était inutile, l'idée c'est de trier le bon grain de livret. Tu te rends compte qu'elle était mauvaise, tu te dis bah pourquoi est-ce que je continuerai à la faire? Donc tu la jettes, parce que en fait, tu veux éliminer chaque action qui te ferait chuter. Donc à chaque action que tu veux faire, tu regardes l'action et tu te dis qui vais-je devenir si je fais cette action-là? Donc tu regardes l'action et tu essaies de multiplier l'action par 10 000, 10 millions. Si tu fais cette action tout le temps de façon répétée, qui deviens-tu? Et en général, tu as deux chemins qui se distinguent. Un chemin enfer et un chemin paradis, pour faire simple. Et du coup, tu as envie de faire les actions qui vont t'emmener vers ce chemin paradis, vers ce chemin ascendant. Et tu veux enlever les actions qui entraînent ta chute. Et le fait de faire consciemment ce tri-là va faire qu'au bout d'un moment, tu auras éliminé tout livret et tu auras gardé que le bon grain, que le blé. Et ça veut dire que tu deviendras cette personne, tu deviendras ce bon grain. Parce que tu deviens ce que tu fais, tu deviens ce que tu répètes chaque jour. Donc si tu répètes constamment de livret, de la mauvaise qualité, de la chute, du chaos, ce qui est mauvais, tu deviendras cette mauvaise personne. Et faire ce qui est bon deviendra de plus en plus dur.
Alors que si tu es honnête avec toi, ça c'est vraiment le principe de vérité, c'est d'être honnête dans tes actions et dans tes paroles. Tu regardes ce que tu fais et tu regardes, tu te dis, est-ce que ça me fait avancer vers mes objectifs finaux? Oui ou non? Et si ça le fait, tu continues à faire ces actions de plus en plus. Tu dois clarifier, toujours savoir pourquoi tu fais quelque chose. Et le fait de savoir pourquoi tu fais quelque chose, ça met ton corps en marche. Et du coup, ta motivation ne disparaîtra jamais. Parce que ton corps se met en marche, parce que tu sais là où tu veux aller, et tu sais que ton action va t'emmener là où tu veux aller. Euh, donc l'idée, c'est de toujours se rappeler pourquoi. Lorsqu'on manque de motivation, se rappeler pourquoi on fait quelque chose. Et l'autre chose, lorsqu'on est dans le désert, l'endroit qui est difficile, c'est de garder un certain optimisme. Pas un optimisme naïf, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parce que c'est pas vrai. Mais c'est plus un optimisme. Ok, oui, aujourd'hui c'est difficile. Oui, je pourrais être quelqu'un de plus compétent. Oui, je ne suis pas encore cette personne-là. Mais oui, si je continue d'agir chaque jour avec mes micro-actions, je vais atteindre ce que je veux faire et les choses vont aller mieux. Et si tu commences à te comporter et à ajouter des actions dans ton emploi du temps, j'en parle dans le livre que j'ai rédigé et que j'offre sur mon blog, que je t'invite à aller voir. Du coup, je mets le lien dans la description. Mais l'idée, c'est que chaque micro-action que tu vas faire, tu continues à avancer vers cet objectif. Et d'avoir confiance, d'être optimiste, d'avoir la foi. C'est avoir la foi, c'est avoir la foi en cette capacité de pouvoir régler ces problèmes-là. Et tu dois avoir une foi si grande que tu es capable que tu dois être capable de marcher sur l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as le droit à l'erreur, tu as le droit de douter de temps en temps. C'est ça qu'on voit dans la scène, lorsque Jésus marche sur l'eau. Il y a son apôtre, Pierre, je crois, qui veut le suivre et qui commence à marcher aussi. Il marche un peu. Et après, il y a un peu de vent et il panique et il chute. Et Jésus le sauve. Il lui permet de revenir. Et c'est exactement l'idée, c'est que, bien sûr, on est tous humains. Aucun d'entre nous n'est parfait. Et on peut tous chuter de temps en temps. Mais on a le droit à l'erreur et on saura pardonner. C'est ce qui se passe dans Pinocchio aussi. Il va chuter dès le début. Il est content, c'est un beau petit garçon. Puis, qu'est-ce qui se passe? Il va suivre leur chemin. Il va suivre le chemin vers l'enfer. Il se retrouve en enfer. Mais il s'en veut et il est triste. Et la fée bleue va lui donner une seconde chance. Euh, et dans Yu-Gi-Oh!, on va donner un troisième exemple, c'est la même chose. Chaque joueur a foi en l'âme des cartes. Ils sont toujours, je sais pas si tu as regardé Yu-Gi-Oh! Quand tu étais plus jeune, mais ils sont toujours à tirer leurs cartes et ils se disent, ils ont toujours, j'ai foi en l'âme des cartes, ce sera la bonne carte. Et ce qui se passe dans les duels difficiles, c'est que de temps en temps, pendant le duel, ils perdent cette foi. Et là, ils commencent à tirer des mauvaises cartes et tout va pour le mal. Il y a toujours un moment clé où ils commencent à se dire, je peux y arriver. Et ils ont foi en l'âme des cartes et ils tirent la bonne carte. Et ils y arrivent. Donc l'idée, c'est d'avoir foi en ses compétences, avoir foi en soi, avoir foi en notre capacité, en notre honnêteté, comprendre que nous sommes sur ce chemin ascendant que nous voulons atteindre. Et comprendre en quoi le doctorat fait partie de ce chemin. Et c'est ça qui aura un impact positif au long terme. Ouais. Si on peut procrastiner pour beaucoup de raisons. Et la procrastination, ça peut nous faire entraîner au long terme sur un chemin négatif. Et j'ai rédigé un article entier là-dessus, que je t'invite à aller voir, parce que je pense que ce que je viens de dire dans cette vidéo, ça s'est très bien complété par cet article. Je mettrai peut-être le lien dans la description, ou je t'invite juste à aller sur mon blog et à taper procrastination ou procrastiner, tu devrais tomber sur l'article directement. Et je pense que cet article peut vraiment t'aider à avoir plusieurs concepts clés pour justement vaincre cette traversée du désert. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à commenter, à me donner ton avis sur cette vidéo, à donner un like, et je te dis à bientôt. Ciao.